Bon, donc je renouvelle mes remerciements à la maison des sciences Ange Guépin de Nantes, à la fois de son soutien pour la publication de l'ouvrage et pour cette invitation qui nous donne donc le plaisir de la rencontre et puis de présenter un petit peu donc Floresca Guépin. Qui est-elle, hein? Bon, les Nantais connaissent son nom à travers la médiathèque, ils connaissent la rue Ange Guépin, au moins. On sait, ou on savait jusqu'à une période récente qu'elle avait fondé une école de filles, mais on se demandait si c'était pas son mari qui l'avait fondée. Voilà à peu près. Et nous-mêmes, nous n'en savions guère plus il y a quelques années. Et c'est à l'occasion donc de la biographie d'Ange Guépin que Michel Hossel donc a rédigé et publié en 2016 que il a eu le soupçon qu'elle était un petit peu plus que la bonne fée du docteur, mais un personnage intéressant. Alors on a choisi là, ici, dans cette maison qui porte donc le nom d'Ange Guépin, de présenter les deux trajectoires de Ange Guépin et Floresca, le comte puis Guépin. Trajectoire donc d'abord séparée, puis unie, puis séparée à nouveau par la mort d'Ange Guépin. Donc ce qui nous fera pas tout à fait trois parties, mais au moins trois temps. Alors qui, très rapidement, mais peut-être vous en savez aussi long que nécessaire sur Ange Guépin, vous m'arrêtez hein, si je dis des choses qui sont trop connues de vous. Ce qu'on peut dire d'Ange Guépin, c'est que c'est d'abord un fils de la Révolution. Son père est un des premiers révolutionnaires bretons dès 89. Et un acteur important de la fédération bretonne angevine de Pontivy, qui est le berceau de la famille. Et cet engagement paternel sera déterminant aussi dans la trajectoire d'Ange Guépin. Donc, études de médecine à Paris, il s'installe à Nantes en 28 et se spécialise en ophtalmologie et il ouvrira un petit peu plus tard, en 41, un dispensaire où les indigents reçoivent des soins notamment ophtalmologiques, gratuitement. Il est aussi titulaire de la chaire de chimie de l'école de médecine de Nantes. C'est un homme politique, on le sait, progressiste, qui commence par être sympathisant, on va dire, du saint-simonisme, à la diffusion duquel il contribue dans les années 30. C'est un héros de 1830 et qui s'est illustré au pont de Pierre-Mille pendant la Révolution, qui participe aussi à la Révolution de Juillet, qui est promu commissaire de la République par le Druy-Rollin, conseiller municipal, conseiller général, mais pas encore républicain à l'époque où il va rencontrer Floresca. Parce qu'il reste convaincu que la transformation sociale doit précéder les réformes politiques et en particulier cette question épineuse du suffrage universel. C'est un journaliste, un philosophe, un historien, dont les œuvres sont nombreuses, Nantes au XIXe siècle, l'histoire de Nantes. Et on va surtout parler d'un de ses ouvrages, publié en 1850, Philosophie du socialisme, qui est jugé attentatoire à la religion, je cite, à la morale publique et privée, ainsi qu'à l'ordre de la société et de la famille. Il est destitué de sa chaire de chimie, dont il était titulaire indestituable depuis 1830. Après le plébiscite de 52, donc après le coup d'État, il est accusé sans fondement d'organiser des complots. Il est placé au secret, 72 heures, c'est pas trop long, mais enfin quand même. Il démissionne du Conseil général parce qu'il ne veut pas prêter serment à l'Empire. Il perd sa clientèle aisée de Nantes et il disparaît de la vie politique pendant une bonne dizaine d'années. Que dire encore d'Ange Guépin pour le situer? C'est un rationaliste déiste et qui, après le coup d'État de Napoléon III,
exacerbe encore sa détestation profonde du catholicisme allié au césarisme. C'est vraiment cette alliance de l'Église et du pouvoir impérial. Religion de persécution, ça je cite Guépin, d'outrage à la raison humaine et à la science. Et pour finir, sur le plan personnel, il est, au moment où il rencontre Floresca, 2 fois veuf et père de 2 grands-enfants, de respectivement 20 et 15 ans, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus les dates exactes. Alors de son côté, qui est Floresca avant Ange, si on peut dire? Et alors ce qu'on a découvert, c'est que c'est une figure autonome, c'est pas seulement la femme de, surprenante. Le problème, c'est qu'on ne sait pratiquement rien, à part l'état civil et de très maigres indices, de ses 35 premières années, ce qui fait quand même un gros trou biographique. On a donc formulé des hypothèses à partir de moyennes sociologiques, mais auxquelles elle échappe assez souvent. Elle est née à Cézanne, dans la Marne. Son nom est Lecomte, ce qui ne facilite pas les recherches sur Internet. Dans une famille catholique, contrairement à ce qu'on peut trouver parfois sur le net. De marchand de textiles. Alors, de quel niveau social et de fortune, on n'en sait rien. Certainement pas une grande fortune, parce que les grandes fortunes de Cézanne, on les connaît, elle n'en fait pas partie. Et surtout, elle n'a ni succession ni dot quand son père meurt. Et son père exerce divers métiers et meurt indigent chez elle. On sait par un témoignage tardif et unique, hélas, qu'elle a fait un séjour en Angleterre, suffisamment long, on ne sait pas à quel âge, suffisamment long pour qu'elle revienne parfaitement anglophone, protestante et convertie à la démocratie. Alors, un protestantisme qui est tout à fait particulier aussi, qui est le protestantisme unitarien ou unitaire, c'est-à-dire très antidogmatique, assez proche au fond d'un déisme, au point que parfois il semble que les protestants aient du mal à reconnaître les unitariens dans la famille protestante, du moins à l'époque, et où on voit le lien étroit entre idéaux démocratiques et ce type de protestantisme, donc primat de la conscience, de la liberté de conscience. Elle n'appartient à aucun parti, à aucune association dans sa vie, sauf peut-être le Congrès de la paix. Et puis elle revient aussi, on pourrait dire, avec quelques traits anglo-saxons, du moins d'après ce qu'on peut imaginer. Elle a pas mal d'humour, elle est très pragmatique, elle a une franchise d'allure avec les hommes, bon, en tout bien tout honneur bien sûr, mais qui tranche avec l'attitude parfois des femmes françaises. Et puis surtout, elle met sa foi protestante au service du terrain, de l'action concrète contre la maladie, la misère, l'ignorance. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va la distinguer très nettement. Alors, ce qu'on sait ensuite, c'est qu'elle s'installe à Paris avec sa famille et que dès 1846, on a les premières traces de son travail, 5 ans avant le décès de son père en 51. Elle est déjà chef de famille et en fait, c'est elle qui subvient aux besoins de la famille. Oui. Dans la correspondance avec Guépin, il l'a dit, éprouvée par le travail et par l'adversité. Lorsqu'elle correspond avec le fils de Guépin, qui est donc un grand jeune homme qui fait des études de médecine lui aussi, elle lui écrit « Toutes les carrières vous sont ouvertes, à vous les hommes, tandis qu'à nous, le labeur est rude et peu profitable. » Donc on suppose, compte tenu de ce qui se passe après, qu'elle a pu être en Angleterre, éventuellement préceptrice ou gouvernante, puisqu'il y avait un gros appel de gouvernantes françaises en Angleterre, alors que les jeunes filles françaises n'allaient pas faire des études en Angleterre à l'époque du tout. On n'a pas de trace de diplôme d'enseignante. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ouvre un établissement dont on ne sait pas s'il est exactement une pension de famille ou un établissement scolaire, plus vraisemblablement les deux. Et ça, c'est par un jugement. Une pension de famille, donc,
destiné aux dames étrangères et aux jeunes personnes désirant se perfectionner dans les arts libéraux, au sens anglais, liberal arts, c'est-à-dire en fait littérature, histoire, philosophie. C'est pas les arts libéraux de la Grèce alexandrine. Alors, cet établissement est installé rue de Clichy, qui était à l'époque à Paris un endroit très verdoyant et assez huppé, dans le quartier proche du quartier de la Chaussée-d'Antin, qui est le quartier moderne à la mode. Et elle y reçoit la meilleure société anglaise et américaine. Comment cette jeune fille d'origine très probablement modeste s'est constituée ce vivier de clientèle, ça c'est assez intéressant. On va voir un petit peu pourquoi, comment ça s'est fait probablement. En tout cas, ce travail est à la fois inscrit dans une sociologie, c'est-à-dire que les filles de boutiquiers, artisans, sous-officiers ouvrent souvent des établissements scolaires et ensuite se font un petit pécule pour ensuite pouvoir se marier avec des médecins, avocats, artistes. Et c'est exactement le destin sociologique de Floresca Guépin et de sa jeune sœur, qui va prendre la suite de Floresca dans cet établissement. Mais en même temps, cet établissement, on le voit, est tout à fait ciblé. Anglophone, elle reçoit une clientèle anglo-saxonne. Protestante, elle rassure les familles qui sont extrêmement sensibles à l'influence délétère du papisme possible. Donc il faut que les jeunes filles anglaises et américaines reçoivent une éducation à la française pour perfectionner la French Touch qui perfectionne l'éducation des jeunes filles, mais surtout pas évidemment qu'elles risquent d'être converties au catholicisme. Donc deuxième temps, ils se rencontrent. Leurs esprits, pas leurs yeux, c'est pas un mariage d'amour ni de passion, encore qu'il y ait de l'amour bien sûr, mais leurs esprits donc se rencontrèrent, alors qu'ils n'étaient peut-être pas géographiquement, elle est champenoise à Paris, lui il est nantais, sociologiquement destinés à se rencontrer, mais ils ont des amis politiques communs. Et c'est probablement dans le salon progressiste des Geoffroy Saint-Hilaire, au Jardin des Plantes, qu'ils font connaissance, aux côtés de Jules Michelet, Hippolyte Carnot, Charles et Élisa Lemonnier, qui sont des Saint-Simoniens, et Élisa Lemonnier va fonder la première école professionnelle de filles en France, à Paris, Émile et Nanine Souvestre, Émile Souvestre étant un compagnon d'études d'Ange Guépin, je ne me trompe pas. Voilà, donc je passe sur la rencontre et les quelques lettres qu'on a d'Ange à Floresca, mais qui permettent de reconstituer, évidemment, d'imaginer les lettres de Floresca. Et il décide donc de se marier. Pour Ange Guépin, se remarier, alors qu'il est 2 fois veuf déjà, et déjà d'âge respectable, il a 51 ans, c'est très acceptable socialement, et lui, il se sent prêt affectivement à le faire. Pour Floresca, c'est une autre affaire. Elle veut bien se marier, mais pas à tout prix. C'est-à-dire échapper au célibat forcé des enseignantes, et au destin de la vieille fille au XIXe siècle, ça, je sais ce que ça représente. Mais en même temps, le célibat laïque féminin, c'est une des conditions du militantisme. Et on verra tout à l'heure qu'elle c'est déjà une militante. À 41 ans, un mariage ne peut pas envisager la procréation, enfin du moins ce serait inconvenant socialement, même si physiologiquement ce serait possible. Il faut donc un autre sens à ce mariage. Et puis, bon, se marier, sous le code Napoléon, on sait ce que ça signifie aussi, c'est perdre toute indépendance, tout droit à disposer de ses biens. Et après 48 et après 51, la situation pour le militantisme des femmes est devenue infernale. Elles sont interdites de droits de pétition, de journaux, d'associations, peuvent rigoureusement rien faire politiquement. Donc le mariage peut être pour elle aussi une occasion et une possibilité pour poursuivre l'action qu'elle a déjà entamée. Et elle réclame, c'est très, très net, de son futur mari des garanties
de liberté, d'indépendance pour pouvoir poursuivre ses projets. Et Guépin est d'accord. Soyez révolutionnaire selon votre cœur et votre raison, ce sera continuer votre vie, lui écrit-il. Et là, Guépin a une formule dans une lettre à Michelet très intéressante. Il dit « Je m'associe à Mademoiselle Lecomte. Je me marie avec Mademoiselle Lecomte, plus exactement, je m'associe avec elle. » Donc un mariage-association, avec tout le poids peut-être qu'on peut donner au XIXe siècle au mot « association ». C'est-à-dire à partir de réflexion de tout le siècle, de Tocqueville, vraiment le levier de la transformation du monde, l'association, le socle véritablement de toute transformation, mais aussi, dans le cadre du mariage, appliqué au mariage, une remise en question fondamentale de l'idée que le mariage, le couple et la famille sont hors contrat, sont un socle naturel à partir duquel les individus peuvent contracter, en général mal, entre eux. Tandis que là, en pensant à un mariage association, ça signifie au fond qu'il y a des individus libres et autonomes qui passent contrat entre eux. Alors, bien sûr, le mariage a toujours été considéré comme un contrat, mais plutôt entre les pères qui échangeaient des sacs d'écus qu'entre les époux eux-mêmes. Donc ils se marient à l'Oratoire, au Temple, à Paris. Et Floresca donc laisse son institution à sa jeune sœur et s'installe à Nantes avec son mari. Le clergé clabaude, écrit Guépin, les calomnies coulent à flot. C'est véritablement, sous une forme plus policée que la forme villageoise, un charivari. Ils vont former pendant 20 ans un couple duo. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez rare, pas tout à fait exceptionnel, mais assez rare, d'une union morale, politique et philosophique, fondée sur le partage intellectuel, sur les amitiés communes et sur les actions communes, l'action politique commune. Le couple est visiblement ostracisé à Nantes. Guépin donc a perdu sa clientèle fortunée et il travaille vraiment de manière acharnée pour essayer de reconstituer un petit peu de train de vie. Ils achètent à Loisilière à Savenay une maison de campagne dans laquelle ils tiennent un salon politique dans lequel on n'a pas vu de Nantais. Ils accueillent énormément de gens venus de toute la France, voire de pays étrangers, mais guère de Nantais, c'est identique. Floresca va accepter, vraiment avec beaucoup de courage, de dévouement, le rôle d'une épouse de notable, et d'une épouse de notable étroitement surveillée par le régime impérial. C'est-à-dire, rien qui dépasse, mais en même temps, une action en sous-main. Les débuts sont difficiles pour elle. Elle a perdu son métier, son indépendance financière, quelque part son identité. Elle écrit au fils Guépin toujours « Je finis par douter de mon identité. À Paris, on m'appelait Floresca. Ici, on m'appelle Clémentine. Votre père m'appelle Floresca Clémentine. » Voilà, elle ne sait plus très bien qui elle est. Et parfois, elle déplore, écrit-elle, ma complète nullité. Bon, c'est difficile de passer de l'un à l'autre, et je pense que cette expérience personnelle, intime, animera aussi son projet d'école professionnelle pour les filles. Et donc un rôle d'épouse, elle va jusqu'à mettre les mains dans la cuisine à Loisilière, d'épouse bourgeoise, mais dans le respect des codes, dans le respect aussi du moralisme ambiant qui est extraordinairement pesant à l'époque. Et dans son panthéon personnel, nous dit un témoignage tardif encore, elle va placer Jacqueline de Montbel, par exemple, qui est l'épouse de l'amiral de Coligny, qui, pendant les guerres de religion, va
suivre son mari, sauver ses beaux enfants, et puis rester absolument fidèle à sa foi protestante jusqu'à la mort. Ou encore Éponine, la Gauloise qui protège son mari jusqu'au bout et qui se livre, une fois qu'il est découvert dans sa cachette, se livre avec lui pour mourir avec lui, et qui est devenue, on le sait avec Hugo, aussi un symbole de la lutte contre l'oppression des peuples. La Gauloise, et c'est évidemment le nom de la jeune Thénardier qui meurt sur la barricade dans les Misérables, par sacrifice pour Marius. Alors nous voilà là, maintenant qu'on a un peu présenté le couple, au cœur de ce qu'on voudrait développer, c'est-à-dire l'influence décisive de Floresca sur son mari, qui donc procède d'une action qui était antérieure au mariage, d'un militantisme dont je n'ai pas parlé encore, mais qui va véritablement ouvrir à Ange Guépin les frontières et des horizons qu'il n'avait jamais explorés, alors que c'est un esprit un peu universel, Ange Guépin. Alors d'abord, elle l'ouvre au monde anglo-saxon. Ange Guépin ne maîtrise pas l'anglais. Elle lui fait découvrir le protestantisme, ce protestantisme éclairé. Dans la réécriture de Philosophie du socialisme sous le titre Philosophie du XIXe siècle, il va parler de l'éducation protestante, plus favorable aux filles que n'est l'éducation catholique. En 1948, Ange Guépin s'était montré peu favorable à l'abolition immédiate de l'esclavage. Toujours cette même idée qu'il faut d'abord éduquer les gens avant de leur donner la liberté, le droit de vote ou la liberté, etc. Il va changer d'avis très vite sous l'influence de Floresca, qui connaît d'importantes abolitionnistes, et revoilà donc les clientes de son établissement, qui sont les grandes abolitionnistes anglaises et américaines. Alors je les cite très vite: Emma Mitchell pour les anglaises, Mary Elstein, Barbara Leigh Smith-Bodichon, on reparlera encore d'elle, et pour les États-Unis, Mary Lowell Putnam, abolitionniste et femme de grande culture, et surtout Maria Weston Chapman et toute sa famille, qui sont les très grandes figures bostoniennes de l'abolitionnisme américain. Donc je passe un petit peu sur ce portrait parce que sinon on va pas vraiment avoir le temps. Mais Maria Weston Chapman donc a participé à la lutte abolitionniste avec William Lord Garrison dès le début de la fondation de l'Anti-Slavery Society. Elle a fondé la Female Anti-Slavery Society. Elle est membre du comité du comité exécutif de la Société américaine des 48 et des 40, et en 48 elle arrive à Paris pour propager, parce que la lutte abolitionniste américaine marque le pas, et à la faveur de l'abolition française en 48, les Américains se disent on va pouvoir trouver des relais en France pour avancer notre cause aux États-Unis. Et elle vient pour fonder une société féminine abolitionniste française en faveur de l'abolitionnisme américain. Alors ça va pas marcher parce que les femmes françaises à l'époque ne peuvent avoir pratiquement aucune action politique ouverte, et elle va donc engager les Françaises, dont Floresca en première ligne, dans une action qui peut paraître un peu dérisoire, mais qui a toute son importance, et qui est le bazar de Boston, c'est-à-dire un grand bazar annuel dans lequel on vend des objets de prix, de valeur, pour récolter des fonds pour la lutte, mais aussi qui sert de chambre d'écho, de propagande pour l'abolitionnisme. Fournir des articles pour la revue annuelle, une espèce de livre annuel qui s'appelle Liberty Bell, la cloche de la liberté, et diffuser La case de l'oncle Tom de Beecher Stowe, qui sera aussi une pensionnaire de l'établissement lorsque la jeune sœur de Floresca le tiendra un petit peu plus tard. De 1853 à 1855, donc, Floresca Lecomte,
qui n'est pas encore marié à Guépin, centralise, coordonne les achats et les dons pour le bazar de Boston, en compagnie de Maria Weston Chapman et de sa nombreuse flopée de sœurs, filles, etc. Et elle est pour cela remerciée dans le Liberator de Garrison, nommée comme ayant joué un rôle extrêmement important. À Nantes, quand elle arrive à Nantes, elle va, et ça je trouve que c'est une sorte de vignette, elle promène dans Nantes, sous les regards outrés de la bourgeoisie nantaise, 2 écoliers noirs, qu'elle appelle les petits Tom. Et puis... Tom, oui, comme l'oncle Tom. Et puis surtout, elle lit, écrit, traduit pour Ange Guépin la presse américaine, et elle traduit les lettres que Ange Guépin publie dans la presse américaine. Sous son nom. Voilà, sous son nom à lui. Évidemment, pas sous son nom à elle. Et ça continue, je veux dire que là vraiment, Guépin est devenu anti-esclavagiste. Il y a d'autres moments, par exemple l'admiration et le soutien que Ange Guépin va apporter à Sarah Raymond Parker, qui est une propagandiste abolitionniste noire, qui donne des conférences en France, ou encore au moment de l'exécution de John Brown, qui avait pris les armes et exécuté, enfin essayé d'armer la population noire, mais bon, qui est pendu. Hugo s'entremet, et elle va participer à la confection d'une médaille pour la veuve de John Brown, comme on avait fait pour la veuve de Lincoln. Bon, je passe aussi très vite sur 2 autres luttes qu'elle a entamées avant de connaître Guépin, à savoir le soutien au Risorgimento. Et là aussi, elle entraîne Guépin, qui connaissait déjà évidemment la question, et elle voudrait, au moment de la bataille d'Aspromont, où les forces garibaldiennes sont blessées, se mettre à la tête d'une souscription pour les blessés. Et là, Ange Guépin dit non, pas ma femme. Elle reçoit néanmoins une lettre de Garibaldi personnelle, de remerciement. Elle est pacifiste, elle est acquise aux idéaux européens. Elle est peut-être membre du Congrès de la paix à Paris en 1949, on ne sait pas. En tout cas, elle est républicaine, ça c'est sûr, d'emblée. Elle suit à Paris, avant son mariage, les cours de Michelet au Collège de France, en compagnie de Hermione Tinet, Athénaïs Michelet, Eugénie Rigaud-Kessner, c'est-à-dire des grandes familles républicaines qu'elle connaît. Elle connaît bien visiblement les Arnaud de l'Ariège, Kessner, Chauffour-Kessner, Fleury, enfin toutes ces grandes familles républicaines qui seront exilées après le coup d'État. Et elle va accompagner Guépin dans son retour à la vie politique à partir de 1964, avec beaucoup de compétences, on va dire, politiques, même si elle reste à l'arrière-plan. Et puis, c'est pas le moindre, elle fait de Guépin un féministe. On peut dire que là, c'est très net. Je donne juste 2 citations. Juillet 1832. Guépin écrit dans le Journal des femmes de Fanny Richaume: « J'entends de tous côtés résonner le mot émancipation, talisman magique dont l'illusion a trompé toutes les faiblesses au profit de toutes les ambitions. Je ne veux pas qu'on offre aux femmes la science comme un appât pour les attirer hors de la situation que la nature et la civilisation leur ont imposée, mais éventuellement comme un appui pour leurs faiblesses, comme une ressource pour les moments difficiles. Il faut que, résignées à leur destin, elles apprennent pour se guider, pour dissiper les illusions dangereuses, pour ennoblir leur propre existence et contribuer au bonheur des êtres qui les entourent. Je veux même que les dames sachent un peu de politique, non pour étourdir leur salon d'un babil impertinent, mais pour comprendre un peu le monde où elles vivent. » 1851, donc il ne connaît toujours pas Floresca. Les femmes sont dépourvues de l'esprit d'investigation persévérante qui fait les savants et les philosophes.
hein. Mais leur âme possède des trésors inépuisables de poésie, blablabla. Je passe. Voilà, on a vraiment le florilège complet. 1854, il corrige donc philosophie du socialisme. Voilà, il a fait connaissance avec Floresca depuis très peu de temps. Elle dit oui, j'ai beaucoup à écouter, à corriger les épreuves du bouquin, surtout les derniers chapitres. Or, les derniers chapitres comprennent comme ajout, hein, qui n'était pas là en 50, une longue énumération et de mise en lumière des femmes les plus célèbres de 1700 à 1789. Des vibrants hommages aux écrivaines, Madame de Staël, Madame Guizot, Daniel Stern, Madame de Girardin, George Sand, etc. Aux femmes médecins, Miss Blackwell, qui est la première femme médecin américaine. Importance de l'éducation des filles. Que serait la littérature ? Une société où la femme ne reçoit que peu ou pas d'instruction est condamnée à l'hypocrisie et à l'infériorité. Affranchissement de la pensée, affranchissement de la femme, sa liberté, son état civil, son mariage égalitaire, etc. etc. Donc là, c'est très net que l'influence a été immédiate et vraiment extrêmement importante. Et à partir de là, donc, le couple reçoit, encourage véritablement de nombreuses féministes. Je n'en citerai qu'une, c'est André Léo, romancière, journaliste, communarde, et leur amitié subsistera au-delà de la commune en dépit des divergences politiques. Et André Léo est accueilli à Loesillière pendant de longs mois pour écrire ses romans, pendant que Floresca s'occupe, pas à elle seule, etc., des enfants d'André Léo. Donc il y a véritablement... Et puis évidemment, ils discutent les romans ensemble dans leur salon. Floresca elle-même va promouvoir un des romans, enfin faire publier un des romans d'André Léo. Venons-en donc aux grandes œuvres maintenant, c'est-à-dire la fondation de l'école professionnelle de filles à Nantes, la seconde donc en France, après celle d'Élisa Lemonnier à Paris, rue de la Perle, en 62. C'est très certainement un projet de longue date de Floresca, puisque dès le moment où ils se rencontrent en 54, Guépin lui dit « Votre projet est peut-être utile, hein, c'est utile pour la France ce que vous projetez, je vous laisse votre entière liberté. » Il faudra attendre 69 pour que le projet voie le jour sous une forme, puis 73, après la guerre et la Commune, pour que l'école soit à proprement parler fondée. Alors, bon, on connaît la situation de l'éducation secondaire et supérieure des filles en France à l'époque. Ça se résume en un mot, rien ou presque. Hein. Y compris en dépit des efforts de Victor Duruy. Avant 80, il ne se passe rien, hein, pratiquement. Il y a une inertie considérable. Alors pourquoi choisir la qualification professionnelle comme angle d'attaque? Il faut se rappeler peut-être fondamentalement l'hostilité, y compris chez les progressistes et dans le mouvement ouvrier, à l'égard de l'émancipation des femmes par le travail. Cette hostilité est profonde, elle est vive, hein, on la connaît chez Michelet, ouvrière, ce mot sordide et impie, on la connaît chez Proudhon, courtisane ou ménagère, je ne vois point de milieu. L'espace domestique est l'espace féminin, et ce qu'on doit y apprendre se transmet naturellement de la mère à la fille. Pas besoin d'études pour savoir coudre ou faire de la lessive. Donc, dans un paysage politique, juridique, etc., dans lequel il y a finalement accès à rien, ni les droits civils, ni les droits civiques, ni la liberté des corps, après les scandales du fourriérisme et du saint-simonisme, eh bien, la qualification professionnelle paraît véritablement une voie d'indépendance, à la fois financière et morale, et essentielle. Et les féministes de l'époque donc vont défendre ardemment la dignité du travail salarié féminin.
Alors, c'est le cas de celle que j'ai citée, qui est amie donc, de Floresca, l'anglaise Barbara Leigh-Smith Podichon, qui publie en 1957 un ouvrage intitulé Women and Work, où elle défend cette dignité du travail féminin. C'est aussi, bien sûr, l'intuition profonde d'Élisa Lemonnier et de son mari Charles Lemonnier, de cette dignité. C'est la clé de l'avenir pour eux. C'est une citation d'Ange Guépin. Et on sent le pouvoir émancipateur aussi de cette formation, de ce choix, par la vivacité de la polémique engagée par l'Église catholique contre l'enseignement professionnel des filles. Monseigneur Dupont-Loup, lui-même, monte au créneau avec une vigueur et véritablement un acharnement extraordinaire contre ces libres penseuses qui vont fabriquer des femmes qui échapperont à la fois à l'Église et au mari. Sauf que en 69, la conjoncture se fait un peu plus favorable, et en particulier à Nantes, dont on imagine à quel point l'opposition cléricale est vigoureuse, parce que les édiles nantais sont protestants et que le Second Empire a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour se maintenir à flot dans la concurrence avec l'Angleterre. Donc il faut des femmes qui savent travailler dans les arts décoratifs, dans la broderie, mais aussi la peinture sur porcelaine, la retouche photographique, etc. Bon, on a besoin de qualifications. Donc ça se lance, je passe sur les détails. Au départ, ils conçoivent une formule économique astucieuse, c'est-à-dire qu'ils couplent une école primaire avec un atelier. 2 bâtiments contigus, un jardin au milieu, les filles de l'atelier vont à l'école et les filles qui fréquentent l'école passent à l'atelier, et donc chacune reçoit une part de... Donc ils en ouvrent 3 comme ça, avant de fonder véritablement, rue du Guesclin, l'école professionnelle, qui va commencer par... alors très petitement, la rentrée scolaire, il y a 2 élèves, l'année d'après, il y en a 160, et qui va se diversifier. C'est-à-dire, en l'absence d'école normale, ça servira d'école normale. En l'absence de lycée de jeunes filles, ça servira de lycée. Et puis quand ces 2 établissements ouvriront à Nantes, Floresca va recentrer sur les métiers professionnels, des postes et télégraphes, des métiers manuels pour l'industrie et l'artisanat, du commerce, de la comptabilité, etc., etc. Voilà, donc je passe là-dessus, avec toujours l'idée qu'il faut maintenir un socle de culture générale très, très solide et ne pas spécialiser les élèves trop tôt. Ça aussi, c'est très intéressant, parce que quand on sait que dans les ouvroirs catholiques et les orphelinats, à la même époque, on fait faire aux petites filles la même broderie minuscule pendant les 4 années de leur apprentissage, et qu'après elles doivent encore 3 ans gratis à l'église, ça fait une grosse différence. Pour cette fondation, ils ont voulu un conseil d'administration féminin, mais Floresca s'est mise à l'arrière-plan. Ils savent que si elle se met en avant, l'hostilité sera telle que ça capotera. Et donc ce n'est qu'après la mort de Guépin en 1973 qu'elle va prendre la tête du conseil d'administration. Elle ne sera jamais directrice de l'établissement elle-même, mais elle consacrera 20 ans à chercher des subsides, faire vivre l'école, réorienter les programmes, sans doute donner aussi des causeries aux jeunes filles, parce que c'était souvent la fonction qu'elle pouvait avoir. C'est son grand œuvre. Mon cœur, mon esprit sont dans la ville quand elle a regagné Paris après son veuvage, où j'ai passé 20 années auprès d'un homme de bien respecté de tous. J'y ai fondé sous son nom une école normale professionnelle de jeunes filles qui prospère au-delà de mon espérance. Sous son nom. Donc, s'est effacé volontairement, et c'est évidemment ce qui a contribué à l'oubli, puisque en 97,
l'école est municipalisée, enfin, donc elle peut arrêter de quémander des subsides partout, en particulier au ministère de l'Instruction publique, et est nommée école viale, du nom du propriétaire du terrain, de ce propriétaire qui a cédé un terrain pour l'école. Et lorsque le conseil municipal, en 98, choisit pour nom école viale, dit bon, Ange Guépin, il a déjà sa rue, donc on va l'appeler école viale. Il n'y a pas un conseiller municipal pour évoquer Floresca Guépin. Elle continue à Paris, hein, elle défend les apprentis dans les ateliers parisiens. Et là aussi, c'est très caractéristique de son attitude. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de faire appliquer la loi qui protège les mineurs dans les ateliers, mais qu'évidemment les patrons n'appliquent pas. Alors pour conclure, c'est difficile de... finalement, on a affaire à un portrait partagé. Elle dit, quand elle se compare par exemple à André Léo ou à Louise Michel, qu'elle est timorée. Mais je pense que plutôt elle est prudente et puis surtout elle est limitée dans son action par la position politique de Guépin, par la violence extrême des attaques, en particulier à Nantes, hein, contre une protestante, contre une femme tardivement mariée, etc. Et donc, elle en rajoute sûrement dans la respectabilité, dans le moralisme ambiant. Et en fait, toutes les féministes de l'époque le font parce que sinon, elles ne sont pas audibles. Et on l'a vu pour d'autres cas de féministes. Et puis, ce qui est vraiment particulier pour Floresca et qui posait des problèmes pour construire sa biographie, c'est qu'elle n'a pas laissé d'écrit. On a des lettres qui sont des lettres, pour l'essentiel, au fils Guépin. Hein, c'est à peu près tout ce qu'on a, quelques traces. Elle a un militantisme sans discours. Elle agit, elle a très certainement des convictions et des convictions radicales. On ne voit pas bien comment elle pourrait être l'amie intime d'André Léo et la soutenir tout au long de la carrière. André Léo, qui est de 10 ans plus jeune, hein, et la soutenir tout au long de sa vie, à partir du moment où elles se rencontrent dans les années 60, si elle partageait pas quand même cette conviction radicale. Et André Léo, c'est sacré radical, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Mais voilà, c'est pas une frondeuse qui va occuper le devant de la scène politique, c'est pas une femme résignée non plus, c'est quelqu'un qui réfléchit à la manière d'utiliser, de subvertir en fait les contraintes, de s'inscrire de manière, on pourrait dire réformiste, hein, non révolutionnaire, plutôt réformiste, dans les cadres existants, mais à l'intérieur de les subvertir. Et Élisa Lemonnier a à cet égard une formule que je crois, à laquelle je crois Floresca Guépin aurait pu souscrire, qui est « Nous allons reprendre la société en sous-œuvre ». En sous-œuvre, le mot du bâtiment, pour dire qu'en fait, on casse rien en apparence, mais on change tout. Je crois que c'est vraiment sa manière de voir les choses. Comme exemple, ce bazar anti-esclavagiste, c'est la reprise en fait des bonnes œuvres chrétiennes, sauf que c'est pour le mettre au service de toute autre chose et de s'en servir véritablement pour diffuser des idées qui ne passeraient pas si elles n'étaient pas ainsi conduites par des chemins détournés. Voilà. Donc, en dernier mot, peut-être ultimement, un portrait à trous, parce qu'on a fait beaucoup d'hypothèses et qu'on a présenté comme telles dans le livre, en particulier sur sa jeunesse et la construction de sa pensée, et aussi un portrait de groupe. C'est-à-dire qu'il nous paraissait impossible de faire une biographie de Floresca Guépin qui serait centrée sur elle. En fait, on a élargi la focale nécessairement
pour montrer comment elle est au centre de groupes. On ne s'attendait pas à les trouver si divers et si nombreux. Je vous remercie et puis place aux questions.